Hello les méli-mélos, contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui concerne tout le monde, hommes, femmes, famille, et qui est assez tabou, bien sûr, puisque c'est souvent le credo de l'émission. On parle de thèmes tabous et on souhaite ouvrir les consciences. Donc aujourd'hui, on va parler de l'avortement. Plus précisément, l'avortement. Pourquoi ne pas en avoir honte? Bien sûr, pour en parler, on sera avec Natilo. Hello, hello, ça va? Oui, ça va. Et toi? Ben écoute, ça va. Et puis, reboosté en plus ce matin, puisque comme je disais, en déposant mon fils au centre, il y a un monsieur qui m'arrête et qui me dit qu'il est très content de ce qu'on fait et que ce qu'il retient surtout, c'est cette volonté de franchise que nous avons. Et c'est vrai que, sachant qu'on allait parler de ça ce matin, ça m'a vraiment pas réconfortée ni rassurée, puisque je sais l'importance de ce thème-là et de ce que nous faisons. Mais ça m'a encouragée parce que nous savons que des fois, traiter certains sujets très tabous, justement, ça heurte les sensibilités. Oui. On l'a vu la semaine dernière où... Ouais, bon, elles disent des choses dangereuses, etc. Ouais. On savait très bien que ça allait bouger les consciences et de savoir que ce monsieur d'un certain âge me dise qu'il apprécie notre franchise et cette volonté de franchise de manière générale, j'ai trouvé ça encourageant. Exactement, puisque, on le répète, c'est l'objectif de Méli-Mélo, c'est démêler le vrai du faux. Voilà. Et permettre aux personnes qui se retrouvent enfermées dans des pensées en se disant « je suis le ou la seule à vivre ça », de comprendre que non, vous n'êtes pas seul et qu'il y a des solutions et puis il ne faut pas en avoir honte et puis il existe des portes de sortie. Et puis même si vous n'êtes pas validé par vos familles, même si dans votre famille, je ne sais pas, moi, on est une famille de 50 personnes et que vous êtes la seule à ne pas être validée, c'est pas parce qu'il y en a 49 Exactement. contre vous que ça veut dire que vous êtes complètement à côté de la plaque ou que vous n'êtes pas dans votre bon droit. C'est ça. Donc, Natilo, on va parler de l'avortement. Donc, je pense que tout le monde sait ce que c'est, mais en tout cas, on parle d'avortement quand ce n'est pas médical, c'est-à-dire la décision d'interrompre une grossesse pour des raisons personnelles. C'est ça, voilà. Pas de la décision prise par le médecin, exactement, mais vraiment quand la personne enceinte décide, bon ben là pour diverses raisons, je fais le choix d'interrompre ma grossesse. Donc, on va parler d'IVG et non d'IMG. Voilà. Alors, tu nous précises? Interruption volontaire de la grossesse et non interruption médicale de la grossesse. Voilà. Alors, selon toi, qu'est-ce que... L'avortement? Alors, pour moi, l'avortement, je vais commencer par dire que ce n'est pas un acte anodin. Ce n'est pas un acte anodin parce qu'on touche au corps de la femme, mais c'est encore moins un acte anodin à cause de nos perceptions, nos représentations, nos paradigmes sociaux. Sociaux et religieux, parce qu'on a beau dire qu'il y a une séparation entre l'État et la religion, on est dans une société profondément chrétienne, on l'a vu, même pour le mouvement contre la vie chère, on a eu l'intervention des différents mouvements religieux, donc ça montre bien qu'ils ont encore tout leur poids dans les phénomènes de société. Oui, c'est ça. Et donc, la question de l'avortement, dans tous les cas, ne sera pas anodine, tant en termes de répercussions sur le corps, mais en termes de répercussions aussi sur le mental, le psyché de la personne qui se dit, surtout des nouvelles générations qui seront, tu sais, en combat, en litige entre « ouais, mais ma grand-mère m'a dit, l'église m'a dit, la religion m'a dit » et « oui, mais il y a de nouvelles avancées, on dit autre chose, Méli-Mélo dit autre chose, d'autres émissions disent autre chose, les réseaux disent autre chose. » Et donc, ils sont un petit peu entre deux feux, voilà, le cul entre deux chaises, en train de se dire « qu'est-ce que je fais ?» et surtout « qu'est-ce que je choisis pour moi ?» en sachant que j'avorte ou que je n'avorte pas, il y aura de toute façon des répercussions. Voilà, c'est exactement ça. Voilà. Donc, comme vous le savez déjà, on se retrouve souvent à court de temps. Donc, on va balancer directement dans le vif du sujet. Donc, on leur propose quand même... oui, bien sûr. Voilà. Je te laisse lancer la petite vidéo. Aujourd'hui, en tout cas, pour ce thème-là, on a préféré parler vraiment de psycho avec vous, en tout cas des répercussions sur le bien-être
le bien-être personnel de chacun. Donc, on ne va pas forcément rentrer dans l'histoire de l'avortement, dans les textes de loi, etc. On vous propose de regarder une vidéo qui résume bien un petit peu l'histoire de l'avortement en France et dans le monde. Et puis après, on revient vers vous pour discuter un peu plus des 10 points, en tout cas, à retenir par rapport à cette question d'avortement. Exact. À tout de suite. Longtemps interdit, l'avortement est devenu un droit au fil du XXe siècle. Mais l'accès à l'interruption volontaire de grossesse reste inégal dans le monde. Les recherches historiques montrent que l'avortement est une pratique ancienne. En Égypte antique déjà, des traités médicaux contenaient des prescriptions pour avorter. D'autres textes, comme le Code assyrien en Mésopotamie antique, révèlent que cet acte a aussi très tôt été interdit. Au Moyen-Âge en Europe, alors que le christianisme monte en puissance, il continue d'être réprouvé. Au XIXe siècle, même si l'avortement est considéré comme un crime par le code pénal, les femmes y ont de plus en plus recours. Le tabou est encore bien présent. Non seulement on a parlé effectivement de la religion qui donne ses injonctions, j'ai envie de dire, mais il y a aussi la loi, puisque l'avortement n'est pas encore légalisé partout. Ça a pris un certain temps pour pouvoir y accéder. Et même aujourd'hui où c'est devenu légal, un droit, il y a quand on a même 70% qui sont contre. Des gynécologues qui sont contre et qui refusent de le faire. Exactement. Donc, ça montre aussi à quel point, comme on l'a dit dans la vidéo, il y a un est acquis. Ouais. Et puis, on se rend compte que si ça se trouve, il peut y avoir quelqu'un qui passe au pouvoir, qui est totalement contre, qui réussit à se faire une petite équipe. Et puis, en France, ça devient interdit. Exact. Alors que c'est un droit qui, à mon sens en tout cas, qui est très important pour la liberté qu'on peut avoir sur son propre corps. Et le vrai problème, enfin, en tout cas pour moi, c'est cette honte-là dont nous parlons là. Exactement. Et c'est pourquoi on fait cette émission, pour vous dire que, quel que soit, et d'ailleurs on va aller voir les points, quelle que soit la raison, entre guillemets. La raison, si vous choisissez de passer par l'avortement, il peut y avoir du regret pour X raisons. Ça, c'est dans le cheminement de vie personnel. Par contre, pas de honte et de culpabilité qui est là et qui demeure et puis qui est là et puis un sentiment d'illégitimité. Non, ça vraiment il faut arrêter ça parce qu'il y a je ne sais pas si je peux le dire ainsi, mais j'ai envie de dire qu'il y a de vraies bonnes raisons à faire ce pas-là en fonction des situations. Mais bien sûr. Voilà. Et donc on va justement voir les généralités. On le répète assez, je pense, à chaque émission, qu'on parle de généralité, mais qu'il y a autant de raisons qu'il y a de femmes qui avortent. C'est ça. Pour faire une IVG, justement. C'est ça. Donc, comme première raison, on peut déjà voir la santé de la mère. C'est ça, la santé de la mère. Oui, une grossesse peut représenter un risque pour la mère. Absolument. On ne se rend pas compte de ça parce qu'on se dit, non... les personnes qui justement disent que l'IVG ne devrait pas exister évoquent parfois la raison de la religion. Dieu sait ce qu'il fait. S'il a mis la femme qui peut procréer, c'est que c'est possible et que c'est faisable. Donc, on ne pense pas souvent à la santé. Et on parle de santé, ça peut être la santé physique comme la santé morale. Mentale, voilà. C'est ça. Mais, et tu parlais on parle de santé. Il y a une phrase que j'ai beaucoup entendue qui est certainement vraie. Je pense que les professionnels de santé qui ont étudié la question ne disent pas n'importe quoi, mais c'est une phrase quand même qui me heurte un peu. Pour avoir été enceinte, quand on dit une femme enceinte, tu n'es pas handicapée. Oui. Tu n'es pas handicapée, tu peux le faire, tu n'es pas malade, tu es enceinte. Effectivement, tu n'es pas malade, tu es enceinte. Mais non, mais alors, pas effectivement. Je prends mon propre cas. Je n'étais pas seulement enceinte, j'étais très malade. C'est ça. Je ne pouvais plus rien faire seule. J'avais besoin d'assistance. Et pourtant, dans ma vie hors grossesse, je suis très, très dynamique, très, très indépendante aussi dans ce que je fais. Alors, je ne porte pas le bidon de gaz. Je ne parle pas de ça. Toujours pas. Mais je vais faire mes courses toute seule. Je vais faire mes affaires. Voilà. Enceinte, ce n'était pas possible. Voilà, je vomissais du matin au soir. Du début jusqu'à la fin, jusqu'au jour de l'accouchement. J'ai une sciatique.
Alors, ça. tu n'es pas handicapée, tu es enceinte? Oui, mais non. C'est ça, exactement. Je suis et puis, il y a aussi, en période d'handicap, en tout cas. exactement. Et puis, il y a aussi, même pour celles qui se sentent bien, parce que parlons du cas des femmes Oui. qui sont en forme, qui font du sport, qui n'ont pas de problème, etc. Moi, je souligne aussi l'incapacité de pouvoir se soigner. Il y a Par ça, exemple, ouais. quand j'étais enceinte d'à peu près 3 mois, j'ai fait une crise d'asthme et j'ai pas pu me soigner. C'est-à-dire que chaque fois que j'appelais le médecin, enfin voilà, il y a un soir où je me sentais vraiment pas bien, etc. Comme tout est transmissible au fœtus, ben si tu veux, tu n'as pas accès aux mêmes soins et du coup, tu peux être malade différemment, de manière plus difficile, etc. Et là, on parle que des petites, je dis petites maladies, sans minimiser, mais je veux dire, on parle des grippes, des crises d'asthme, des choses comme ça. Mais quand on a des maladies encore plus sérieuses qui nécessitent des traitements assez lourds, etc., parfois, on peut ne pas être prêt à se dire, bon, ben tiens, je vais quand même mener cette grossesse-là. Des personnes qui ont risqué leur vie, qui ont passé leur journée, leur année à lutter, etc. Et puis aussi, on ne se rend pas compte forcément parce que quand je parle avec d'autres personnes, alors, pas des personnes qui sont contenues pour l'avortement, hein, des personnes, on parle de grossesse tout simplement. Je leur dis, vous vous rendez compte quand même que la grossesse, c'est 9 mois? C'est ça. C'est 1 an, en fait. C'est ça. C'est 9 mois où, pour celles en tout cas qui ne peuvent pas continuer leur vie comme si de rien n'était, c'est une année où tu ne peux rien faire. C'est ça. C'est une année où tu es là, victime de... En fait, la victime de ce que tu peux faire. Aujourd'hui, tu te sens bien. Demain matin, tu es alité. Voilà, dans c'est 2 ça. jours, Alors, tu penses que tu peux je partir. dirais pas ne peut rien faire, mais je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'on est vraiment, on n'est plus maître. De son destin. Voilà, exactement. C'est Mais vrai. vraiment, vraiment. Non, mais oui. En plus des recommandations médicales, parce qu'en fonction de si tu es toxo plus, toxo neg, tu sais pas si tu as le droit de manger ci ou ça. Tu ne sais même plus ce que tu aimes, en fait. C'est ça. Au niveau de l'alimentation, et peut-être que la seule chose que tu aimes, qui passe bien, tu n'as pas le droit de manger. Enfin, c'est très compliqué. C'est Exactement. vraiment très, très compliqué, ouais. C'est ça. Et beaucoup de personnes ne se rendent pas compte. Et je prends l'exemple, mon exemple, quand j'ai été aux visites et tout, et qu'on suivait le poids du bébé, la gynéco me dit, c'est bizarre, le bébé n'a pas pris de poids là ce mois-ci. Ouais. Je lui dis, ah bon, je comprends pas. Et le papa était avec moi et il lui dit, ah bon, elle fait que dormir. Mais sauf que je travaillais toujours. Donc, c'est là que la dame dit non, mais pas du tout. Là, faut vous reposer vraiment. Vous êtes dans une grossesse où il faut vous reposer, c'est-à-dire ne pas conduire. Je me suis dit, ouais. moi, ne pas conduire. Alors, il y a aussi cette chose-là. C'est ça. Parce que moi, ça m'a atteint, hein, le fait de devoir rester tout le temps à la merci de tu peux m'emmener, tu peux me déposer, tu peux venir me récupérer. Non, c'est compliqué mentalement. Ouais, c'est ça. Et du coup, je rebondis sur le thème que tu emploies. Mentalement, on parle souvent de la santé physique, tu n'es pas handicapé, etc., mais la santé mentale, le corps qui change. Ou, parlons de le parent qui est déjà parent, tu vis et qui fait un retour de couche. Quel impact sur ta vie au quotidien, quand tu es déjà un petit peu surmené, etc. Donc, effectivement, à ce moment-là, penser à l'avortement et se dire, bon, ben, je ne suis peut-être pas prête à recevoir un enfant supplémentaire, je ne suis peut-être pas prête à avoir 2 bébés sur les bras. Souvent, je réfléchis à ça. Moi, j'ai 2 ans de différence avec mon frère. Mais je me dis, mais ma mère a eu 2 bébés en même temps. Oui. Parce que quand il est né, j'avais tout juste 2 ans. Donc, aller faire ses courses avec un enfant de 2 ans et demi, un enfant de 6 mois, c'est comment... Enfin, j'imagine... Alors, on a le discours, hein. Mamie, t'es ni jazz. Il t'est qu'arrivé, qui ne peut pas arriver à... etc. Bon. Mais c'est ça justement qu'on veut casser. Parce que chaque personne fait avec les moyens du bord. C'est-à-dire que mamie avait 15, mais elle n'avait pas accès à l'IVG comme maintenant. Je ne dis pas que mamie ne voulait pas ses 15 enfants et n'aimait pas ses 15 enfants. Mais quand je parle avec des personnes âgées qui me disent « Ah non, mais on n'avait pas accès à l'IVG comme maintenant. » D'ailleurs, on va voir au cours de l'émission certaines astuces que les personnes âgées utilisaient, qui n'étaient pas forcément parfaites pour la santé, pour la propreté, pour les règles d'hygiène. Qui mettaient clairement leur vie en danger. Donc ça a toujours existé en tout temps des personnes qui souhaitaient mettre fin à une grossesse
Et on l'a vu on dans le souhaite petit que reportage. le jugement, en sachant que le jugement est présent dans le corps médical. Ouais. La preuve, 70% des gynécos refusent Refusent. de faire de faire une IVG qui pourtant se ferait dans un cadre sécurisé, Mais exactement. avec des techniques médicales. Bien sûr. Donc voilà. Donc, c'est ça qu'on veut surtout apporter pour pouvoir dire aux personnes, lorsque vous prenez votre décision, mûrement réfléchir, vous avez vos raisons. Une tierce personne n'a pas à interférer dans votre décision. Bien sûr, on peut en discuter, c'est-à-dire que vous pouvez ne pas vouloir au début et puis discuter de choses qui Changer vous font d'avis, peur, voilà. voire consulter, puisqu'il y a une durée légale, consulter un thérapeute qui pourrait vous rassurer sur certaines peurs. Et puis, finalement, je prends la décision de le garder. Voilà. On n'est pas en train de faire l'apologie non plus de l'avortement. Ce n'est pas ce qu'on est en train de faire. Mais surtout, expliquer que lorsque vous avez mûrement réfléchi, que vous avez pris votre décision, ne pas avoir honte du regard de X ou Y de la famille, d'un tel de ma famille qui va dire. Et puis déjà, ils n'ont pas à être au courant, premièrement. C'est ça, voilà. Bon, voilà. Mais tu dis ça, c'est vraiment important. On ne nous parle pas beaucoup des femmes qui acceptent de garder l'enfant et qui, quelques mois après avoir accouché, se retrouvent en hôpital psychiatrique. Exactement. Parce qu'il y a vraiment des bouleversements hormonaux qui vont soutenir, si tu veux, le dérèglement du psyché. Et la personne se retrouve véritablement en dépression. Sauf qu'un parent dépressif, comment il fait? Où est-ce qu'il trouve les armes et les solutions pour pouvoir s'occuper d'un enfant? Exactement. Donc, effectivement, en tout cas, la première raison que nous avons retenue pour vous, qui fait qu'il ne faut pas avoir honte de prendre la décision d'avorter, c'est de penser à votre santé physique et votre santé mentale. C'est vraiment important. C'est ça. En deuxième, donc là, on parle d'IMG, donc pour les anomalies fétales. Donc, au cours de la grossesse, on a des examens pour celles qui découvrent la grossesse à temps, puisqu'on connaît aussi les grossesses surprises, Voilà. qu'on découvre à 4 mois, 5 mois, 6 mois, voire 8 mois, ou le Voilà. jour de l'accouchement. Donc, Les dénis aussi. Voilà, on peut avoir des malformations et le corps médical propose lui-même l'IMG, donc C'est ça. l'interruption médicale de la grossesse, parce que ce sont des pathologies lourdes où l'enfant va certainement vivre 1 an, 2 ans, 6 ans. Donc, on peut aussi, on propose des fois aux parents de prendre cette décision-là. C'est vrai que c'est une décision qui est très difficile à prendre, puisque ça peut ramener une culpabilité. Mais là encore, il n'y a pas de culpabilité à avoir. C'est un choix qu'on fait pour soi et sa santé physique et mentale. Exact, exact. Tu as parlé d'anomalies fétales. Moi, j'ai travaillé avec... j'ai eu une cliente, on travaillait sur un mémoire autour de l'accompagnement des personnes en situation de handicap psychique et mental, particulièrement des enfants. Et au cours de ces travaux, elle a été amenée à interroger des parents. Et quand on a décrypté les résultats, c'était assez impressionnant de voir la pénibilité, la résilience de la vie de ces parents-là. Alors, franchement, chapeau bas à eux, mais je crois sincèrement que nous ne sommes pas tous capables de vivre ça. Et même lorsque la grossesse n'est pas surprise, tu sais, il y a le moment où on fait les examens pour vérifier si l'enfant est atteint de trisomie 21 ou pas. Si on découvre que l'enfant est atteint de trisomie 21 et que le parent ne se sent pas capable de faire face à cette situation-là, je crois qu'il ne faut vraiment pas avoir honte. Parce que cet enfant atteint de trisomie 21 aura besoin d'un parent, même si ça s'apprend, on est d'accord, ça s'apprend, on se forge sur le tas, mais il aura besoin d'un parent qui est apte. On ne parle pas suffisamment non plus de tous ces enfants qui naissent en situation de handicap et qui sont carrément abandonnés à la maternité. Oui. Donc, qu'est-ce qui est mieux? Je n'en sais rien, je ne porterai pas de jugement dessus, mais un parent qui se dit, non, vraiment, là, je ne me sens pas capable. Pour mon premier enfant, j'ai 25 ans, je ne me sens pas capable, ou 35 ans, ou 45 ans, peu importe. Oui. Mais je ne me sens pas capable de m'occuper d'un enfant en situation de handicap, ni de faire face à tout ce que ça va créer comme chamboulement dans ma vie. Je ne sais pas si c'est pire que de mener une grossesse et d'être maltraitant, de mener une grossesse et d'être maltraitant envers soi-même, De tomber etc., en etc. dépression, de faire une tentative de suicide.
Enfin, voilà. Voilà. C'est vraiment ça. Lorsque vous entendez quelqu'un qui décide d'avorter, évitez de dire à la personne, mais non, mais réfléchis, tu sais. C'est un cadeau de tu Dieu. sais Dieu n'a pas jamais dit si ça. jamais tu pourras après. Ne rajoutez pas de stress parce que c'est déjà un stress de prendre cette décision-là, Exactement. de vivre cette expérience-là, c'est déjà assez lourd à porter. Exactement. Donc, on a également la situation économique des parents ou de la maman et la situation économique. On a le droit de se dire, bon, ben, actuellement, je pense que je n'ai pas encore assez d'argent pour m'occuper d'une personne qui est dépendante de moi, parce que sachez qu'un enfant, jusqu'à un certain âge, est dépendant du parent. Donc, on peut aussi se dire que non, ce n'est pas le moment. Et comme je répète, parce que pour moi, c'est important, ce sont des raisons en général, mais en fait, pour moi, il n'y a pas à énumérer de raisons. C'est-à-dire que la personne prend sa décision. C'est ça, on a et puis retenu. on a retenu ces raisons-là parce que c'est ce qu'on a recueilli qui ressort le plus souvent. Mais les gens n'ont pas de raison à donner, de justification à donner à leur entourage sur leur décision. C'est ça. IVG ou autre chose. Voilà, à la limite, c'est plus pour la compréhension de l'entourage. Là. C'est ça. Voilà, c'est plus pour qu'ils puissent se dire, bon ben tiens, Peut-être qu'un tel se trouve dans une situation comme ça. c'est ça. Et il faut aussi casser l'histoire de s'il y en a pour un, il y en a pour 10. Parce qu'il y a aussi la question du projet éducatif. Ça aussi, moi, j'ai pas compris. Tu sais, comme on parlait d'économie, Oui. tu sais, quand tu n'as pas beaucoup à manger, la tradition veut que s'il y en a pour un, il y en a pour 10, on va séparer, ne vous inquiétez pas. Voilà, on va faire avec les moyens que l'on a. Sauf que pour moi, cette phrase-là ou cette idée-là, ça remet en question le projet éducatif que l'on a. Chaque parent fait ce qu'il veut. Moi, par exemple, j'aurais aimé que mon enfant ait accès à telle éducation, tel niveau d'éducation, qu'il aille faire du sport, qu'il voyage, qu'il ceci, qu'il cela. Il y a d'autres parents qui vont se dire, dès que l'enfant a mangé, a bu et habillé, c'est suffisant. Moi, j'ai pas envie de ça, par exemple. Voilà. J'ai envie qu'il puisse accéder à la culture, accéder au voyage, accéder au confort, etc. Voilà. Sauf et quand que tu fais ton calcul, tu réalises que ce n'est pas possible pour avec 2 plusieurs ou enfants. 3 ou 4. Voilà. Et ça aussi, c'est le respect de l'opinion de chacun. Parce que moi-même, je me retrouve souvent confrontée à ce genre de réponse-là. Pas cette expression-là. S'il y en a pour 1, il y en a pour 10. Mais par exemple, là, ma fille a 4 ans, les gens me disent bon, mais Mégane, c'est le moment de faire le deuxième. L'embrayé, ouais. Je leur dis non, mais en fait, vous n'avez pas compris que la voiture est à la casse, là, en fait. Je ne vais pas faire d'autres enfants. Tu dis ça pour l'instant. Et des fois, ça passe quand c'est avec des personnes assez proches. Mais quand ce sont des personnes qui sont un peu plus éloignées, j'ai envie de leur dire ouais, mais tu viens nourrir mes enfants avec moi ou pas? Ah oui, il ne faut pas faire un seul, hein, parce qu'il sera trop gâté. Il sera trop gâté. C'est dans mon projet éducatif, le gâtage d'enfants. Non, mais c'est vrai. Et je profite de l'émission sur l'IVG pour glisser ça. Il y a des phrases qu'on ne dit pas aux gens. Comment? Tu as 35 ans, tu n'as pas encore d'enfant? À quelle heure tu vas t'y mettre? Voilà. La personne peut avoir une fertilité qui n'est pas au top. La personne peut avoir une endométriose. La personne peut avoir un projet de ne pas faire d'enfant tout simplement. C'est ça. Même si la personne est fertile à 250, elle peut décider de ne pas faire d'enfant. Et il y a des messages choquants et très culpabilisants. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire d'enfant. Tu te rends compte? Toi, tu peux et Toi, tu fais pas. C'est la même chose que de dire à son enfant, moi, je pense qu'il y a des enfants qui meurent de faim en Afrique. Et du coup, quand l'enfant a mangé, est-ce que l'enfant doit porter sur son dos le poids des enfants qui meurent de faim en Afrique? Exact. Non. Parce que l'enfant mange ou pas, ça ne changera pas. Donc, c'est des petites phrases comme ça qui sont dans l'éducation mais c'est surtout qu'ils sont culpabilisantes. Très. C'est ça le problème. Non, ne proposez pas aux gens. Si la personne ne fait pas 2 enfants, c'est son problème. Si la personne a 20 enfants, c'est son problème. Ça ne regarde personne. Surtout que d'une fratrie à l'autre, les événements sont tout à fait différents. Mais c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont 3 enfants et puis ça se passe à merveille. Ouais. Et puis il y a des personnes qui ont 3 enfants. Et puis quand tu regardes l'état de la maman, tu te demandes si c'est une poule gemme ou si c'est... Voilà. Non, mais... Ou la personne est...
C'est très compliqué, c'est très, très compliqué et je crois qu'il faut vraiment respecter ça, c'est important. C'est important et c'est pour ça que j'ai dit que je veux glisser ça. Je ne vais pas faire d'autres enfants et c'est un choix que j'avais déjà mûrement réfléchi depuis longtemps et je suis toujours en accord avec mon choix parce que comme j'ai dit, on peut changer d'avis, ça arrive, mais je ne changerai pas d'avis, je l'ai compris depuis plus de 15 ans, d'accord? On peut pas dire aux gens, va avorter ou garde l'enfant, Voilà, ou ça. fais un enfant, ou ne fais pas d'enfant, ça n'a pas de sens. Et puis notre rôle non plus n'est pas de juger. Exactement. Soutenir, parce que comme on l'a dit au début, avortement ou pas, il y aura des conséquences sur la vie de la personne. Exact. Donc si on est en amour et en bienveillance, on est là pour soutenir, alerter, sécuriser, mais ça s'arrête là Ça en s'arrête fait. là. On n'est pas là tout. pour dire tu te rends compte de la bêtise que tu as faite. Ça c'est l'injonction religieuse, ça. Oui. Ça, c'est l'injonction religieuse de la personne qui va jusqu'au bout, à tout prix, parce que Dieu a dit que. Voilà, c'est ça. Ensuite, on a également les circonstances personnelles. Voilà, je suis avec quelqu'un qui est violent avec moi, par exemple. Mais on a des relations sexuelles, je suis enceinte, mais je n'ai pas envie de mettre un enfant dans ce foyer-là. Mais je n'ai pas le courage de sortir, de partir. Pour l'instant. C'est plus facile pour moi de faire une IVG que de quitter cette personne. On n'est pas là pour juger. Il y a aussi ce contexte-là. Exact. On ne peut pas demander non plus à cette personne d'avoir un souvenir à vie de cette personne qui la battait, qui la violentait, qui la violait. Parce qu'il y a également des grossesses issues de viol. Exact. On fait quoi dans ce cas-là. moment? Il y a des personnes qui vont dire oui, mais non, tu vas t'en occuper et puis il y a la justice. Oui, il y a des personnes qui peuvent s'en sortir comme ça. Tu as le et d'autres spectre non. du viol en permanence avec toi. Imagine si l'enfant ressemble au violeur, mais à 200%. C'est ça. C'est beaucoup de souffrance que de regarder cet enfant, de ressentir de l'amour pour cet enfant, ou pas. Et en même temps, d'être en permanence en train de penser, mais ça m'est arrivé, je ne t'ai pas voulu, tu es arrivé comme ci, tu es arrivé comme ça. Je trouve ça lourd. Je trouve ça lourd. Surtout que cet enfant-là arrive tout de suite après le viol. Donc, il n'y a pas le temps de la réparation, du soin de soi par rapport à cette dynamique de viol-là. En fait, il y a cette dynamique, cet accident, ce problème, cet événement. Je n'ai même pas le terme exact, mais ça peut être très compliqué. Exactement. Et dans les circonstances personnelles, on parlait de manque de soutien émotionnel aussi. Moi, je veux aussi parler des nouvelles formes des familles en Martinique. Je prends mon cas. Quand j'étais petite classe, je n'ai jamais été au centre aéré. Jamais. Pourquoi? Parce que mamie elle est disponible. Mamie elle est disponible. J'avais peut-être 3 ou 4 mamies de disponibles. Non, mais c'est vrai, oui. Il y avait ma grand-mère maternelle, ma grand-mère paternelle, la sœur de ma grand-mère maternelle et la femme de mon grand-père maternel toujours, en fait. Donc, tu vois, il y avait du monde pour s'occuper de soi. Donc, le mercredi, le jour où il n'y a pas école, le jour où il y a grève, le jour où il y a ci, mes parents se trouvaient, et puis j'avais aussi des tantes aussi. J'avais une tante en particulier, Tati Suzanne, paix à son âme, qui était disponible pour moi et qui s'occupait de moi quand ma maman ne pouvait pas. Aujourd'hui, si jamais il y a pas d'eau à l'école, pas grève, etc. Enfin, il y a grève, il y a le moindre petit souci. C'est toi, hein? Faut t'organiser, en fait. Soit il faut annuler une journée de travail, soit il faut emmener mon fils de 5 ans au travail avec moi, soit il faut... Mais dans tous les cas, pour l'instant, il n'y a pas de mamie. Ou bien payer une nounou. Donc, en fait, on est aussi dans une nouvelle forme familiale où, je sais pas, les grands-mères travaillent encore, elles ne sont pas encore retraitées, pas disponibles. Et puis, il y a les mamies aussi de nos jours qui ont activité par-ci, activité par-là. Oui, c'est ça. Et qui n'ont pas envie d'être la mémé assise à la maison. Je vais même te dire que c'est même pas seulement activité par-là ou activité par-là. Les gens ont le droit aussi de se dire, j'ai fait mon taf, j'ai éduqué mes enfants ou mon enfant. Bon, c'est rare, hein, un enfant. À la période de nos grands-parents. Mais bon, j'ai éduqué mon enfant, mes enfants. J'ai pas envie de faire ça encore, là. J'ai pas envie.
J'ai envie de passer des bons moments Tout avec simplement. mon enfant, mais pas forcément d'être la mamie qui garde point barre. Voilà. Il y a aussi... Et elles ont le droit aussi. Et elles ont le droit, faire tout ça. à fait. Elles ont le droit de pouvoir se dire, je ne suis pas une gardienne à 6 ans. Elles avaient des blouses avant, des espèces de blouses. Ah bon? Oui, oui, Des oui. gars. Les mamies souvent avaient leurs blouses chez elles. Elles Ah, avaient- les blouses. tu sais, les je sais. blouses... De couturier avec les deux poches. Voilà, exactement. Exactement. Aujourd'hui, tu as beaucoup moins ce schéma-là dans les familles. Et donc, forcément, la personne qui décide de faire un enfant et qui est déjà dans cette incapacité de pouvoir être soutenue par sa famille peut se dire, ah non, hors de question que j'en fasse un deuxième. Là, je vais me perdre, je ne saurai plus comment gérer. C'est Donc, ça. il y a aussi ce soutien, je dis émotionnel, mais j'ai envie de dire familial, qui n'existe plus, pas par manque de volonté, mais simplement parce que la société propose une nouvelle façon de vivre et par moment, il peut arriver qu'on puisse se dire non, un autre enfant, ça sera trop compliqué, donc je fais le choix Exactement. d'avorter. Ensuite, il y a sa carrière, donc l'éducation et la carrière. On peut aussi se dire que je ne suis pas prête tout de suite, à avoir un enfant alors que je suis encore étudiante. Bon, ça arrive à n'importe quel stade des études, hein. Alors que je viens de signer un CDI et que c'est important pour moi d'être en CDI. Je viens de commencer là, mais je veux faire mes preuves. Enfin, c'est encore une raison où on n'a pas d'interaction Exact. à avoir sur la raison de la personne. Exactement, exactement. Ensuite, il y a l'âge, donc l'âge, la maturité. Alors, Et moi, je fais quand même la différence entre l'âge et la maturité. oui, Je vois, bien voilà. sûr, Ouais. il y a une différence. On en a fait les frais dans nos premières relations amoureuses. Donc, oui, il y a l'âge, déjà l'âge, on peut se dire, bon, je n'ai que 16 ans et ce n'est pas encore le moment, ou je n'ai que 20 ans, ce n'est pas encore le moment, ou je n'ai que 30 ans, j'estime que ce n'est pas encore le moment. Chaque personne a sa façon de penser. Et c'est pour ça que j'ai commencé très jeune pour arriver à 30 ans pour dire que votre vision de la jeunesse et de l'âge n'est pas la vision d'un tel dans le bon âge pour faire un enfant. Chaque personne a sa façon de voir les choses. Bien sûr, le corps médical pourrait expliquer que plus on vieillit, plus il y a des risques pour la grossesse. Et donc, on va se calibrer en fonction. C'est-à-dire que si j'estime que 40 ans, c'est encore trop jeune, le corps médical peut me dire, Bien sûr. oui, mais madame, vous savez, 40 ans, il y a des risques, voilà. Mais là encore, ce n'est pas de notre ressort de demander à la personne de ne pas faire ce choix-là. Exact, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Ensuite, c'est la raison que... La raison la plus évidente. La moins discutable, j'ai envie de dire. La moins discutable. Je ne veux pas d'enfant. Voilà. Alors, cette raison-là me parle parce que je ne veux pas d'enfant et on va entendre des gens dire « Ah, mais tu ne veux pas d'enfant, mais tu as des relations sexuelles. » Ou « Tu ne veux pas d'enfant, mais tu ne cherches pas une solution pour ne pas avoir d'enfant. » Donc ça, la pilule, on connaît, la pilule sur les hormones. Par exemple, il y a d'autres options, mais c'est souvent des options hormonales. Ouais. Il y a des personnes atteintes d'endométriose qui ne peuvent pas prendre toutes les solutions hormonales. Exactement. Il y a des personnes atteintes de thyroïde qui ne peuvent pas prendre toutes les solutions hormonales. Solutions hormonales, moi-même, ça ne me va pas. Ouais. Par exemple, soit je prends 45 kilos en moins de 2 jours, soit j'ai du spotting et non, ça ne m'intéresse pas d'avoir du spotting. Exactement. Spotting, c'est avoir des petits saignements comme des règles à n'importe quel moment du mois. Et régulièrement. Et régulièrement. Donc non, pour le plaisir de la stérilité, ça ne m'intéresse pas d'être dans un stress. J'ai presque envie de te dire de s'empoisonner, en fait. De s'empoisonner. De s'empoisonner. C'est exactement ça. En permanence. Donc, oui. Donc les personnes ne veulent pas d'enfants, mais ne peuvent pas ou ne veulent pas prendre de dispositions. Voilà. Aussi, il faut savoir, ça c'est une information que j'essaye de diffuser parce que je reçois quand même des personnes au cabinet qui en souffrent et qui ne le savaient pas avant de passer. À partir de 18 ans, on peut demander une ligature. On peut demander une suppression de ses moyens de reproduction à l'âge de 18 ans, puisque c'est bien
c'est bien le cas d'être majeur et de prendre des décisions. C'est ça. Sauf qu'on nous fait croire qu'il y a un âge. Donc, c'est la même chose que les médecins qui refusent l'avortement par leur droit de conscience, je crois. C'est ce qu'on a vu. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'on trouve rarement des médecins qui acceptent de le faire. Mais c'est autorisé. D'accord. Donc, retenez bien cette information-là, sachez-le. On a le droit de se faire supprimer ses organes reproducteurs dès l'âge de 18 ans pour X raisons. Bien sûr, ça ne se fait pas comme un avortement. Hein. Il y a quand même un grand délai de réflexion. C'est-à-dire qu'on peut consulter le 1er janvier et se faire opérer le 1er janvier de l'année d'après. Il y a quand même un grand délai pour voir si la personne est vraiment motivée et vraiment sûre. Il y a aussi des séances de psychologie qui sont conseillées, mais pas obligatoires. Mais il y a un rendez-vous avec un psychologue obligatoire. Mais dès l'âge de 18 ans, on peut prendre la décision de le faire. C'est ça. Plutôt que de subir justement des IVG à répétition parce qu'on n'a pas accès à ce moyen-là. Exactement. Ou qu'on ne soit pas obligé de se gaver de pilules ou d'implants ou de ceci ou de... Voilà. Et puis, les gens ont du mal à entendre cette idée-là. Mais oui, on a le droit de vouloir coucher sans préservatif avec son partenaire. On a le droit. Voilà. Et puis, voilà, donc on a déjà vu le point d'après, donc c'est-à-dire les grossesses non désirées avec des rapports non consentis, par exemple, ou alors grossesses non désirées pour X raisons qu'on vient d'énumérer. Et puis, pour moi, les autres raisons, donc préoccupation sur l'avenir et puis peur de ne pas pouvoir fournir un bon cadre familial, c'est un petit peu ce qu'on a déjà développé dans les premières idées. Mais c'est exactement ça. Moi, je pense quand même que il faut pas qu'on ait peur d'insister dessus, parce qu'il y a aussi cette espèce de transmission générationnelle des traumas avec des personnes qui repartent dans les mêmes schémas qui les ont fait souffrir eux, sans prendre le temps de se soigner. Et il y en a d'autres, j'ai envie de dire, un peu plus courageux qui se disent non. Vu comment je vis les choses, vu comment je ressens les choses, je ne suis peut-être pas prête ou peut-être qu'il ne me faut pas d'un enfant. Ce n'est pas être défaitiste, ce n'est pas être, j'ai presque envie de dire diabolique, oui, je dis diabolique parce qu'il y a beaucoup cette injonction de l'enfant est un cadeau. Déjà, moi, je le dis souvent, l'enfant n'est pas un cadeau. Mais clairement, l'enfant n'est pas un cadeau, l'enfant n'est pas une réponse, un pansement, un cadeau, une réparation pour tenir le gars ou tenir la fille. Non, pas du tout. Mais en thérapie, on le rencontre régulièrement. Voilà. Ah oui, j'ai fait mon enfant parce qu'au moins, maintenant, je sais que j'aurai quelqu'un qui m'aime pour toute la vie. Et cette personne-là va certainement devenir toxique avec son enfant parce qu'au final, elle va attendre de son enfant un amour inconditionnel alors que son enfant a besoin d'aller aimer son homme ou sa femme. Voilà, c'est ça. Ou son propre enfant à lui. Son propre enfant. Exactement. Donc, oui, donc... franchement, c'est difficile de parler de ce sujet-là parce que on a beaucoup de personnes qui estiment que oui, mais c'est une vie, oui, mais ceci, oui, mais c'est un cadeau, oui, mais Dieu n'a pas dit ça, oui, mais si ta maman avait fait ça, tu serais pas là. On entend de tout, hein. C'est ça, ouais. On entend de tout. C'est ça. Mais peut-être que ma maman était dans un autre cadre. Et puis on n'a pas le même niveau de maturité à tout âge. On a déjà abordé plein d'autres sujets qui, pour moi, sont parallèles, mais finalement, ça s'imbrique. Être capable d'identifier les red flags, être capable de se connaître soi, savoir quelle aspiration on a pour soi. J'ai accepté telle relation, mais je réalise que je suis dans une famille un peu toxique, un peu violente, une famille alcoolique. Est-ce que j'ai envie d'élever mon enfant dans ce cadre-là? Est-ce que... Je sais pas, moi, mon rêve de petite fille, c'était parce que j'entends aussi, moi, mon enfant, c'est toute ma vie. Mon enfant, c'est toute ma vie. Je l'aime. Mais franchement, il y a quelque chose qui me bloque. Elle m'a abîmée. Donc, je me dis, non, c'est pas l'enfant qui t'a abîmée. C'est la grossesse, c'est l'accouchement qui a été difficile, qui t'a valu les problématiques que tu as eues, mais c'est pas l'enfant qui est venu là pour t'abîmer. Donc, s'il n'y a pas non plus un travail de connaissance, de compréhension de tout ce que cela représente, on aura du mal à être dans une parentalité, en tout cas, équilibrée. Équilibrée, exactement. Équilibrée, oui. Donc, on va attaquer les questions. Les questions. Donc,
avant d'attaquer les questions, bien sûr, comme à chaque émission, on vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur la page Instagram melimelo.fwi. Donc, comme d'habitude, je vous rappelle, abonnez-vous. Il faut activer la petite cloche. Vous pouvez nous envoyer des messages, des mails pour ceux qui sont un peu plus frileux, qui ne veulent pas forcément qu'on voit la photo de profil ou des choses comme ça. Et puis, on vous rassure encore une fois, on pourra toujours changer le pseudonyme. L'idée, c'est vraiment d'avoir des retours des personnes qui habitent en Martinique, ou pas, mais en tout cas des personnes qui se sentent concernées par la vie en Martinique, la pensée, la psychologie en Martinique. On pense quand même à nos Guadeloupéens. Oui, et nos Guadeloupéens aussi, bien sûr. On est beaucoup suivis par les Guadeloupéens. Voilà, c'est ça. Alors, c'est vrai que j'ai dit la Martinique, mais je pense vraiment à l'identité antillaise, afrodescendante, avec ceux, en tout cas, qui partagent les mêmes traumas que nous et qui sont intéressés par les mêmes problématiques de société. Voilà. Exactement. Donc, on y va. Donc, première question. Première question. On a Mélo. C'est notre sœur, je pense. Donc, Mélo qui nous dit « Ce n'est pas une question, mais un témoignage. Nous ne sommes pas assez informés. J'ai subi un avortement car j'ai refusé de prendre la pilule du lendemain. Car je l'avais déjà prise 2 fois dans ma vie et à ce qu'il paraît, la 3e rend stérile. Ce n'est qu'en subissant mon IVG que l'on m'a fait savoir que c'est une rumeur. » Alors, c'est une rumeur qui a vraiment la vie dure, qui est vraiment tenace, parce qu'elle existe en France, en Martinique, en Guadeloupe, elle existe un peu partout. Tu peux prendre 2 pilules du lendemain, la 3e te rend stérile. Donc oui, c'est une rumeur. Je trouve ça allait être extrêmement dangereux. C'est quand même accessible sans ordonnance, qu'au bout de la 3e, tu es stérile quand même. Donc non, c'est vrai que c'est une rumeur. Alors, je veux réagir au témoignage de Mélo. Elle dit « Nous ne sommes pas suffisamment informés ». Je vais rajouter « Nous ne sommes pas suffisamment accueillis ». Ah oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, en 2024, tu es obligé de te gonfler le torse pour aller demander une pilule du lendemain dans une pharmacie. Exactement. À la limite, si tu viens demander la pilule du lendemain avec ton enfant, avec toi et ton mari, ça va peut-être passer, tu vois. Non, je réponds parce que je l'ai vécu, pas avec mon enfant, mais avec la personne concernée. Et malgré limite, ça, madame, à votre âge, vous ne savez pas que... Voilà, c'est ça. Il faut arrêter. C'est ça, voilà. Il faut vous protéger. Voilà, c'est ça. Je me suis dit, mais attends, j'ai le droit de prendre une pilule du lendemain, non? Non, mais ça, il y a une forme... Alors déjà, bon, là, je rentre dans des détails où je ne devrais même pas rentrer parce qu'en réalité, la sexualité des gens, ça les concerne. Oui. On peut les renseigner, les conseiller, toujours pour préserver leur santé. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais il y a une forme d'hypocrisie aussi. La quantité de préservatifs qui se sont déjà déchirés, il faut arrêter, en fait. Donc, ça veut dire que même si tu mets... Vrai. Même quand tu fais les démonstrations... tu sais, quand on fait des ateliers pour les jeunes, et puis il y a les démonstrations, on montre comment... Que ça peut rentrer dans un pied, ça se déchire pas facilement. Mais oui, voilà, ça se déchire. c'est ça, exactement. Ça se déchire. Voilà. En fait, je trouve que là encore, discours culpabilisant, parce que moi-même, je l'ai vécu. Hein. Et puis, la quantité d'hommes aussi qui ne savent pas choisir leur préservatif. Ou bien qui mettent ça dans la boîte à gants de la voiture en attendant le prochain combat. Dans le cas, il a pris soleil, temps glacial, soleil, le sérin du matin, soleil. Exactement. Sachez que c'est un préservatif inutile. Ouais. Totalement inutile, qui va se déchirer. Ou pas, tant mieux si c'est pas déchiré, mais qui est plus apte à se déchirer en tout cas. Voilà, c'est ça, exactement. Et franchement, et donc, ce sont des choses qui concernent tout le monde. Au-delà du renseignement, je crois qu'il y a l'accueil aussi. Oui. Il y a l'accueil aussi. Mais par exemple, c'est il n'y a pas très longtemps que j'ai découvert qu'il existait la pilule du surlendemain. Oui. Il y a la pilule du lendemain, mais il y a la pilule du surlendemain. Il y a des jeunes qui se disent... Ouais, mais j'ai déjà dépassé le temps de la pilule du lendemain, donc pas la peine que j'y aille. Ouais. Il y a tout ça. Il y a encore des jeunes qui ne savent pas que ça leur est accessible de manière gratuite pour les mineurs. Il y a des jeunes qui ne savent pas. Ils ne le savent pas et toutes les pharmacies ne le respectent pas non plus. C'est ça. Donc il y a aussi ça. Par exemple, j'ai des jeunes, je fais des interventions au lycée qui me disent « Mais non, mais la dame m'a dit qu'elle ne me donne pas le truc. Hein. » J'ai dit, oui, mais elle n'a pas le droit normalement. Normalement, pièce d'identité. Et
comme pour les préservatifs. Alors, il y a une certaine marque de préservatifs que les pharmacies peuvent délivrer. C'est pas des paquets de préservatifs à 12 €. Hein. Ouais. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'informations sur ces choses-là. On va beaucoup sensibiliser aux IST, MST, grossesse non désirée, mais on ne parle pas beaucoup des moyens de contre-attaquer une grossesse non désirée. D'avortement. Voilà, d'avortement. Donc, et il faut qu'on dise le mot avortement parce que je pense que c'est aussi en libérant la parole sur ça que les gens vont essayer en tout cas d'en parler chez eux et d'arrêter de faire. Je comprends la sensibilité des personnes. Je comprends qu'ils se disent on a tué un enfant ou c'est la vie. Je comprends. Vraiment, je comprends. Par contre, il faut vraiment que ça s'arrête parce qu'en fait, j'ai presque envie de dire que dans certains cas, c'est soit la vie du nourrisson, soit la vie du parent. Alors, je te rejoins sur ce point-là. Je vais partager mon expérience, mon IVG. Je suis jeune, je suis sur le campus en licence. Je me dis, mais négatif, pas du tout. En plus, je suis en train de lâcher le boloco en question, donc non, concrètement. J'arrive, déjà, univers inconnu, voilà, on me pose des questions très personnelles, je suis jeune, voilà. Et le jour de l'intervention, l'infirmière qui fait rentrer son truc, déjà, je lui dis que ça me fait un peu mal, elle me fait... limite où j'apprends plus qui ça ma fille, donc arrêtez. Donc moi je ferme ma bouche, je me dis bon, déjà que je suis en tort, j'ai cette pensée là, je me dis bon, je suis déjà en tort. Et puis souvent tu es seule à vivre ça. Oui, tu es seule parce que le papa n'est pas là pour l'IVG. Mais non, il n'est pas là. Alors il m'a quand même accompagné le boulot en question, mais il peut pas rentrer partout avec moi. Oui, c'est ça. Donc je suis seule pendant ce moment là et la dame regarde, elle me dit rien, même si je vais avorter. Explique-moi, ça, c'est ça l'embryon, rien du tout. Elle fait son truc. Et après, elle me dit, vous entendez? C'est son cœur, hein? C'est son cœur, hein? Je me suis dit, ah bon, son cœur bat? Pourquoi la dame me dit ça comme ça? Est-ce que peut-être elle me dit ça pour me dire qu'elle va me rajouter du temps? Et là, ça m'a énervée, en fait, et je lui ai dit, ouais, et donc? Je lui ai dit, je ne peux pas. Et puis, je lui ai dit, vous avez des enfants, en fait. Donc, non. Ouais. Donc, je me suis dit, attends, c'est ça que tu dois vivre. Et donc, forcément, chaque fois que tu as un retard de 2 jours, tu as ce spectre-là qui te dit, mon Dieu, faut pas que je revive ça. Donc là, c'est là que ça met les gens en danger. Tu vas plutôt chercher des solutions, boire du vin chaud, mélanger avec 2 graines d'avocat, enfin, les trucs de grand-mère. De ces solutions-là, mais moi, l'histoire non, mais ces solutions-là ne sont pas fiables, surtout. Ça me choque. Oui, c'est choquant. Ça me choque parce que, comme je te connais, je connais ta force de caractère, tu as pu aller jusqu'au bout. Mais je ne sais pas si tu imagines la personne qui se dit « Bon, ben laissez tomber. » Oui, surtout que c'est autorisé. Et puis qui, des années après, te dit « Je voulais pas tout ça d'enfant. » Moi, c'est vraiment quelque chose qui, moi, surtout quand c'est dit devant les enfants. Je voulais pas tout ça d'enfant. Devant les enfants. Ouais. Je trouve ça tellement violent. Et traumatisant pour les enfants. Pour les enfants. Mais bien sûr. Et je me dis, mais alors, j'ai autant de compassion pour la maman qui est en train de le dire, parce que pour réussir à dire devant ses enfants, quand on connaît la puissance de l'amour inconditionnel, etc., je ne voulais pas tout ça d'enfant. Et on sait également que ça ne veut pas dire que la maman n'aime pas son enfant en disant ça, mais elle réalise que certains projets n'ont pas pu aller au terme parce que... Mais moi, je trouve que c'est latent. C'est-à-dire que, tu sais, tu n'as pas pu faire telle ou telle chose, tu as raté une opportunité, tu t'en souviens. En soirée pendant 3 ans. Tu t'en souviens, tu te dis ça, etc. Oui, mais quand ça revient comme une blessure, ah oui, je n'aurais jamais dû. Ah oui, non, mais... Des années après l'enfant, déjà 15 ans, tu me dis, je ne voulais pas tout ça d'enfant, je me dis que ça traîne, tu vois. Ouais. Et là, on n'est plus dans juste une analyse, on est dans le trauma. Et je me dis que, peut-être, je n'en sais rien, que beaucoup de femmes ont vécu ce que tu as vécu là. Ben, pas peut-être, parce que j'ai discuté. Alors, moi, ça n'a jamais été un tabou pour moi. C'est juste que, comme tout être humain normal, je pense, tu arrives dans un univers que tu ne connais pas, tu es jeune,
tu ne sais pas ce que c'est. C'était pas comme maintenant où tu tapes sur Internet IVG puis on t'explique la procédure. Maintenant, limite, tu peux trouver une vidéo d'IVG sur YouTube. Mais je me disais, qu'est-ce qu'on va me faire? Surtout que c'était chirurgical. Donc, je me disais, comment je vais faire pour couillonner ma maman pour ne pas que ça. Et je suis majeure. Hein? Mais je suis première année d'études. Ouais. Comment je vais faire pour lui dire que je ne suis pas à l'école? Est-ce qu'on va me libérer le soir? Enfin, plein de petites questions que je me posais qui m'ont stressée. Et je me dis que le corps médical devrait plutôt soulager les gens. J'ai entendu de mes propres oreilles, hein, je ne vais pas nommer le nom de médecin qui a dit ça. J'ai vu une petite jeunette, je pense 16-17 ans, enceinte, gros boudin, aller demander « Excusez-moi, je ne sais pas c'est où ?» Et on lui a répondu « Dans l'hôpital. » Pour d'autres choses, vous saviez vous débrouiller. Hein? Mais non, tu plaisantes. Je me suis dit « Alors là, je me bats. Ouais. Je fais un scandale. » Et ça m'a choquée. Je me suis dit « Mais... » Alors, moi, bien sûr, toujours très entra. Excuse-moi, qu'est-ce que tu cherches? J'aiguille la fille, qu'elle ait 15 ans, qu'elle ait 16 ans, même si vous estimez qu'elle est trop chaude, pas assez chaude, ça ne nous concerne pas. Le fait est qu'elle est enceinte là actuellement Voilà. et qu'elle cherche un endroit dans l'hôpital pour sa grossesse. C'est ça qu'on répond à l'enfant? Exact, ouais. Donc, moi, je me suis dit, je ne pense pas uniquement que d'autres personnes ont vécu ça. Je suis persuadée que d'autres femmes ont vécu ça. Et puis bon, il y a une part d'hypocrisie dans la chose. Quand tu te rends compte que la plupart des grands-mères, arrière-grands-mères ont eu leur premier enfant à 16 ans, j'ai envie de dire, bon, doucement. Oui, et je répète Doucement. la même blagounette que j'ai déjà donnée. Quand tu te rends compte que sur 14 enfants, ils sont tous noirs et puis il y a un seul chamet dans la bande, on sait aussi que nous ne sommes pas la génération la plus chaude. Faut pas nous donner tous les vices non plus. Surtout que ça n'a pas été un choix, les 14. Surtout. Ça n'a pas été un choix. Voilà. Donc, On continue. on continue. On a Kacho qui dit « À part à la MFME, où peut-on se diriger pour une IVG? Je suis tellement traumatisée de mon expérience là-bas pour avorter. » Ben, je pense que tout le monde a compris que je parlais de la MFM, bien sûr. Moi aussi, je suis traumatisée. Oui, on peut se diriger vers... Alors, il n'y en a pas beaucoup et je ne vais pas nommer non plus. Ouais. Il y a des obstétriciens qui pratiquent. Il y a également des sages-femmes qui peuvent diriger vers. Mais, oui, on peut. À part la MFME. À part la MFM. Mais souvent, si c'est médical, en tout cas, si c'est chirurgical, je veux dire, il y a moins de marge. Mais en tout cas, si c'est médicamenteux, puisqu'il y a deux façons d'avorter. Donc, si jamais le stade est un peu plus avancé, j'ai oublié un peu les délais, mais vous pouvez trouver facilement sur Internet. Hein. Si le stade est un peu plus et tout récent, vous pouvez encore le faire par médicament. Donc, c'est la façon la plus rapide et puis moins invasive aussi. Donc, oui, là, il y a des obstétriciens, des sages-femmes qui peuvent le faire. Et si c'est chirurgical, c'est vrai qu'il y a une plus petite marge de manœuvre, c'est-à-dire que ça peut se faire soit à la MFME ou à la clinique. Alors, je sais que ce n'est pas évident, mais je vais rajouter cette information-là. Si la personne qui souhaite avorter n'arrive pas à trouver de sage-femme ou d'obstétricien en cabinet, en ville, etc., pour pouvoir le faire, je pense qu'il faut aussi qu'elle... je mesure mes propos, mais qu'elle n'ait pas peur de stopper la personne qui va vouloir... Ça va être très compliqué. On est en train de parler de quelqu'un qui est déjà dans un état émotionnel particulier, qui s'apprête à avorter, on ne sait pas dans quelle dynamique elle est. Mais moi, je dis ça comme je le dis quand on parlait du harcèlement, où je disais qu'il fallait apprendre aux enfants à se défendre. Peut-être que ce sera le rôle des familles et des accompagnants. Accompagnez votre cousine, votre soeur, votre tante qui veut et qui vous a confié ça et aidez-la à se défendre quand on va lui faire les remarques, justement, comme celle que tu évoquais, pour qu'elle puisse bénéficier de son avortement dans un cadre qui a une certaine sans laisser trop de traumatisme, puisque comme j'explique, ce n'est jamais un acte léger, en fait. Oui, bien sûr. Ce n'est jamais un acte léger, qu'on veuille l'enfant ou qu'on ne veuille pas l'enfant. C'est-à-dire que qu'on se dise « Ah non, c'est pas pour ma carrière, j'aurais bien voulu, mais c'est pas pour ma carrière », ce n'est pas un acte léger. Qu'on se dise « Ah non, moi, je veux pas d'enfant, mon Dieu, moi-même », ça reste un acte lourd, que ce soit médicamenteux ou pas. Surtout que c'est douloureux.
Bien sûr. Parce qu'on ne le dit pas non plus. En fait, moi, je disais ça surtout par rapport au fait que là, aujourd'hui, on ne peut pas leur dire telle sage-femme le fait, va chez telle sage-femme, tel médecin le fait. Et dans la mesure où tu as 70%, d'après l'extrait, des gynécos qui refusent de le faire, alors, il y a quand même une procédure. C'est-à-dire que quand le gynécologue refuse, normalement, il est censé te rediriger vers un autre praticien qui, lui, accepte. Mais admettons, parce qu'on a déjà vu comment ils font, comment ça s'est fait à l'hôpital avec la jeune, où on lui a dit quand c'était pour autre chose, tu savais te débrouiller. J'imagine la personne qui va pour la démarche d'avortement et qui se fait recaler, etc. et qui n'a pas forcément non plus les moyens de pouvoir payer un praticien privé, enfin voilà. Je demande juste, à titre de solution palliative, les personnes qui nous écoutent et qui ont du mal à comprendre ou qui, grâce à cette émission-là, comprennent qu'il n'y a pas de honte à avoir derrière l'avortement et que la personne qui est en train d'avorter vit, comme tu disais, un acte lourd et qu'elle a surtout besoin de soutien, j'invite ces personnes à pourquoi pas accompagner leurs proches en situation d'avortement et de, comme la question du harcèlement, aider la personne à se défendre. Oui, aider la personne et puis en espérant aussi qu'aujourd'hui, ça se démocratise pour que personne ne se retrouve dans ce que j'ai vécu. Exact. Parce que moi, j'ai mon caractère, comme tu dis, et j'ai répondu à la dame, bon, alors, du coup, comme son cœur bat, vous voulez me dire ou quoi? Ouais. Donc, on continue ou vous voulez que je change de service? Vous voulez appeler notre collègue, faire quelque chose ou bien vous vous occupez de moi? Ouais. Parce que ça reste le travail de la personne. Vous êtes à l'école, c'est vrai que je suppose qu'en devenant sage-femme, c'est surtout par amour des bébés, des mamans et des grossesses et tout, mais par amour de l'être humain d'abord, ça ne me va pas. Donc, tu ne peux pas me dire ça sur ce ton-là. Bien C'est sûr. son cœur, hein? C'est son cœur qui bat, hein, madame? Comme si, OK, vous comprenez ce que vous faites là? Donc, oui, donc accompagner les gens à pouvoir répondre à ces gens-là pour leur dire, je peux faire mes choix, je gère ma vie, s'il vous plaît, et gérer la vôtre. On continue. Ensuite, on a Bernard Lhermitte qui nous dit, comment peut-on ne pas avoir honte d'un crime? L'enfant n'a rien demandé, on fait nos cochonneries et on les élimine comme des parasites. Il faut prendre ses responsabilités. Eh bien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On prend ses responsabilités et comme on n'est pas apte à s'occuper d'un enfant, on ne le garde pas. C'est un peu rapide en besogne comme moi j'ai répondu, mais en fait, l'enfant n'a rien demandé, oui, mais nous non plus. On a le droit d'avoir une vie sexuelle. L'être humain est créé dans cette optique. C'est-à-dire qu'il faut mieux... Alors, moi, j'insiste dessus. La première chose, c'est que même quand tu es précautionneux dans ta vie sexuelle, même quand tu fais le choix de ne pas avoir de rapport sexuel avec préservatif, sans préservatif du moins, même quand tu prends ta température pour vérifier ton cycle, même quand tu fais tout ça, ça peut arriver. Il y a des femmes qui tombent enceintes sous stérilet. Il y a des femmes qui tombent enceintes sous pilule continue. Ça existe. Donc déjà, l'histoire de prendre ses responsabilités, c'est à bannir parce que je ne parle pas des personnes qui font n'importe quoi. Et même le mot n'importe quoi. Punition. Voilà. Tu as eu des relations sexuelles, eh bien, tu es enceinte maintenant. Voilà, prends tes responsabilités. Exact. Et par rapport à... En fait, le discours de Bernard Lhermitte, c'est... Tout ce qu'il résume, en fait, c'est tout ce qui est dit et répété au quotidien dans la société et c'est tout ce qui fait que les gens sont dans cette honte et cette espèce de d'homme, tu vois, qui est sur ta tête et sur tes épaules et qui te suit au point, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais à la maison dans une maternité, les femmes se cachent, elles sont assises là, mais faut pas trop qu'on sache pourquoi. Enfin, il y a une espèce de culpabilité qui pèse, qui plane dans l'atmosphère, alors qu'elles sont toutes venues pour la même chose. Hein. Oui, mais il y a ce regard où, ah ouais, tu es dans ça, ah ouais, toi aussi, alors qu'elles sont toutes venues pour la même chose. Et c'est ce que je combats. Et puis, je veux revenir aussi sur la question du crime. Alors, comme tu le sais, et nos habitués le savent, donc, j'accompagne des enfants en difficulté, j'accompagne des familles en difficulté. Et sincèrement, avec beaucoup de prudence dans mon discours et de respect pour les choix de chacun, souvent je me demande qu'est-ce qui est plus criminel, s'il faut repartir sur ce mot-là, même si pour moi il n'est pas bon,
qu'est-ce qui est plus irresponsable, je dirais, entre faire un enfant et le positionner l'élever dans un contexte qui ne va rien donner de qualitatif, ou ne pas faire d'enfant, ou éviter la grossesse. Parce que c'est bien beau, hein? Tu fais ton enfant, ok, il n'y a pas de souci. Et puis quand il a 13 ans, c'est lui qui est dans telle dérive ou dans telle autre dérive. Parce que quand on analyse des comportements difficiles, d'ailleurs je l'ai appris à l'école, on nous disait, hein, pour nous motiver, un enfant difficile est un enfant en difficulté. Et quand on revient à la genèse de son histoire, comment il est arrivé, pourquoi, etc., on voit bien que c'était le Capharnaüm, en fait. Exactement. Et donc, l'enfant s'est construit dans des repères bâclés, avec des parents qui n'étaient pas prêts, qui n'étaient pas disponibles émotionnellement, disponibles physiquement, disponibles financièrement. Et ça a donné des enfants qui, socialement, créent des difficultés, se retrouvent placés, se retrouvent partis. Voilà, à quoi bon? Donc, je ne suis pas, comme tu l'as dit tout à l'heure, en train de faire l'apologie de l'avortement. Je ne suis pas en train de dire aux gens, levez-vous et avortez en masse. Ce n'est pas ce que je dis, pas du tout. Mais sentez-vous libre de prendre la décision. Surtout que dans certains cas, en tout cas, ou pour ceux qui l'ont fait dans de bonnes conditions, je ne vais pas porter de jugement, mais il arrive beaucoup de cas où l'avortement est une solution, et je remets des guillemets, une bonne solution comparativement, quand on a pesé la balance, comparativement à ce que ça aurait donné si on n'avait pas avorté. Ensuite, on a Violon Tiré qui dit « J'ai 47 ans, je suis tombée enceinte à 15 ans. Pour moi, ce n'était pas du tout le moment d'avoir un enfant, mais ma mère s'est opposée à ma décision. Aujourd'hui, j'ai réussi à accepter ma vie, mais je sais que j'ai raté beaucoup d'études à cause de cette grossesse. Même si j'adore mon enfant, j'ai l'amertume d'avoir raté quelque chose, de ne pas faire le métier de mes rêves à cause de cela. » Vas-y. Moi, ça me fait penser à un témoignage, une mise à l'honneur d'une Martiniquaise, je ne vais pas donner le nom, mais c'est passé sur l'une des chaînes locales. Et j'ai observé un petit peu ce qu'elle disait. Elle racontait, la dame, qu'elle est partie vivre en France et qu'elle a laissé son enfant, l'enfant qu'elle a eu très jeune, hors mariage, parce qu'elle n'a pas avorté. Elle a laissé cet enfant-là en Martinique avec ses parents et qu'elle est partie. Et à un moment donné, les journalistes lui posent la question de sa complicité avec ses enfants. Et elle dit, j'aime tous mes enfants. Mais c'est vrai que le petit dernier là, il y a un truc entre nous. Et je me suis dit, mais elle ne réalise pas la gravité de ce qu'elle est en train de dire. Elle ne le dit pas méchamment. Non, j'ai très bien compris. Elle ne le dit pas pour nuire et elle précise, j'aime tous mes enfants. Mais la dame est en train de nous dire, de nous avouer tranquillement que le petit dernier là, il y a un truc. Et quand on analyse l'histoire, mais forcément qu'il n'y a pas le truc avec le premier. Puisque le premier, tu ne le voulais pas forcément, tu l'as eu, et moi j'appelle ça une punition, une sanction, comme ce n'était pas très correct, politiquement correct dans cette situation-là, on t'a laissé accoucher, et puis on t'a exilé en France, tu t'es retrouvé à faire des petits boulots que tu ne voulais pas, où elle était limite... la dame dit quand même dans le reportage que le boulot qu'elle a fait là, c'était soit ça, soit la prostitution en Allemagne. Donc, en fait, en termes d'épanouissement et de choix, on est très limité. Donc, cet enfant a grandi entre ma maman, c'est elle, mais ma maman n'est pas là, et elle est obligée de travailler. La dame accepte des situations pas possibles parce qu'il faut envoyer de l'argent pour un enfant. Quelle relation d'amour? On est dans une punition permanente, en fait. Et quand j'écoute ça, je me dis, en fait, ça m'a tout de suite fait penser à ce témoignage-là, et je me suis dit, même si aujourd'hui elle s'entend bien avec tous ses enfants, mais je trouve violent aujourd'hui, moi je suis son enfant, j'écoute ça à la télé, je suis dévastée. Ouais. Donc, pour moi, le témoignage de Violon Tiré, c'est un témoignage parmi tant d'autres qui ressemble aussi d'une certaine façon à l'autre témoignage sur les ondes. Et je me dis que si Violon Tiré avait eu accès à l'avortement, elle n'aurait pas elle a 47 ans, donc 32 ans après. Oui, ma mère s'est opposée à ma décision. Aussi.
Voilà. Donc, ça veut dire qu'elle voulait quand même le faire. Voilà, c'est ça. Et il y a ça aussi. Il y a aussi cette notion de je veux avorter, mais l'enfant est là. Et puis il y a la culpabilité de tout le monde qui te dit mais tu voulais avorter. Tu aimes l'enfant? Tu voulais avorter. Alors que oui, ça n'a vraiment rien à voir. Je veux avorter parce que le contexte et mes pensées du moment. Mais au final, l'enfant est là, oui, j'aime l'enfant. Et c'est ce qui ne... Là où il ne faut pas faire l'amalgame. C'est ça. Et puis bon, elle n'a rien dit sur ça, mais je glisse ça quand même. À 15 ans, elle est tombée enceinte de qui? Parce que des fois, c'est l'ami du quartier, il n'y a pas de souci. Le petit voisin dont on était un petit peu amoureuse, jusque-là, il n'y a pas de souci. Mais on a aussi cette lourde pression incestueuse dans nos territoires d'outre-mer. Exactement. Est-ce que c'est tonton Jacques? Est-ce que c'est papy? C'est qui? Voilà, c'est ça. Je glisse ça. Ensuite, on a 10 IVG. Donc, c'est le pseudo que, comme je fais toujours un petit big up pour les pseudos. Donc, comme vous le voyez, vous pouvez nous envoyer des mails avec un pseudo et on n'a pas de nom, pas de prénom. Donc, j'ai toujours su que je ne voulais pas d'enfant. Je suis également contre les pilules bourrées de substances nocives pour notre système endocrinien. J'ai demandé à 18 ans qu'on m'enlève organes reproducteurs. Mes organes reproducteurs. Personne n'a accepté. Aujourd'hui, à 35 ans, j'ai déjà effectué, je pense, au moins 10 IVG. Je n'ai toujours aucun regret à chaque fois. Je me suis habituée au regard désapprobateur et en point de jugement des infirmières censées m'accompagner. Je m'en fous. Je dis je m'en fous parce qu'il y a des tirets donc, et en majuscule. Donc, je m'en fous. C'est mon corps, ma vie et mes choix. Et je préfère avorter 10 fois que de me bourrer chaque jour de pilules. Ensuite, je vois bientôt la lumière au bout du tunnel. Les médecins commencent à prendre en considération ma demande. Je serai bientôt et enfin une femme stérile. Franchement, je trouve qu'il y a beaucoup de résilience dans ce message-là parce que vouloir ne pas vouloir d'enfant depuis l'âge de 18 ans et ne pas pouvoir avoir accès à la suppression des organes reproducteurs. Donc, ça revient à ce que je disais. Il y a le droit de conscience, c'était ça? Le droit de conscience des médecins. C'est difficile. C'est difficile, en fait, à trouver un médecin qui accompagne dans cette décision-là. Et effectivement, elle a dû attendre l'âge de 35 ans pour que, effectivement, là, les médecins estiment que, 35 ans, on va sur 40 ans. Donc là, ouais, tu peux. Mais j'ai aussi le témoignage d'une dame qui avait déjà des enfants, qui était mariée, mais qui ne voulait pas prendre la pilule et qui ne voulait plus du tout d'enfants. Et pour elle aussi, ça a été un parcours du combattant pour accéder à la stérilité. Alors que la dame, elle a déjà des enfants, elle est mariée, en tout cas, dans ce qu'elle dit, dans son témoignage, tout va bien. Ses enfants sont grands, elle n'en veut pas d'autres, ça ne l'intéresse pas, elle veut vivre sa vie avec ses enfants. Tranquille. Et malgré ça, ça a été un parcours du combattant pour elle aussi. C'est compliqué. En tout cas, je remercie DCVG pour son témoignage parce que, comme vous le savez, vous l'avez compris, c'est un sujet qui est assez délicat, qui est assez tabou. Et je crois qu'elle a certainement parlé au nom de beaucoup d'autres femmes. Et donc, c'est intéressant qu'on ait aussi ces retours-là pour rassurer et montrer que la personne autour de vous qui a eu recours à l'avortement n'est pas une personne en situation de temps, isolée. Ce n'est pas la bête noire de la famille, comme je disais. C'est pas la 50e personne, enfin la 49e sur 50 ou peu importe, qui déroge à l'esprit de famille. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la situation. Des personnes que vous voyez au quotidien, des personnes qui font du bien, des personnes qui portent de l'aide aux autres, des personnes qui vont à l'église, des personnes qui vont à la messe, des personnes qui font le bien autour d'elles, mais c'est simplement que la question de la maternité leur revient et qu'elles ont le droit, sans jugement aucun, de pouvoir avoir recours. On n'est pas en train de parler des excès ou de quoi que ce soit, on est en train de dire la liberté de faire ce que l'on veut vis-à-vis de sa maternité et de son corps, tout simplement. Ensuite, on a Bruno qui dit « L'IVG est une décision qui devrait se prendre à deux. Mon ex a avorté 2 fois sans que je sois d'accord et aujourd'hui, elle a fait des enfants avec son nouveau compagnon. Je ne m'en remets pas. Mes enfants auraient eu 7 et 5 ans aujourd'hui. C'est trop accessible et trop facile. »
C'est délicat. C'est délicat, Bruno. Mais en fait, c'est vrai que c'est une décision qui devrait se prendre à deux, mais j'émets un petit mais. On en parle en restant dans la réalité. Oui, un enfant a besoin d'un milieu stable et tout. Oui, c'est vrai que quand le père est présent, c'est tant mieux quand le père est stable. C'est la même chose pour la mère, tant mieux si la mère est présente. Mais si elle est stable, et une grossesse et un enfant, ça a beaucoup plus d'impact sur la vie de la personne qui garde l'enfant. Je ne dis pas mère volontairement, parce que aujourd'hui, ça existe de plus en plus des pères qui récupèrent l'enfant et qui sont le parent légal de l'enfant, et puis la mère fait sa vie et a un droit de visite. Ça commence à se démocratiser. Mais en termes généraux, c'est un petit peu comme l'histoire des violences conjugales. C'est vrai que ça existe, la violence conjugale dans le sens femme vers l'homme, mais en général, c'est plus souvent l'homme vers la femme. Donc, c'est la même chose pour les grossesses. En général, quand un couple se sépare, c'est souvent la mère qui récupère le pactage. Donc, peut-être, Bruno, que votre ex-compagne ne souhaitait pas d'enfant avec vous, et peu importe ses raisons, hein, on ne sait pas, je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas qu'elle ne voulait pas d'enfant, puisqu'elle en a maintenant. Mais en tout cas, elle ne voulait pas d'enfant à ce moment-là. Exactement. Pas forcément à cause de Bruno, pas forcément avec Bruno, mais en tout cas, ça peut être ça, et ça peut être aussi le moment, la situation, le nouveau compagnon, peut-être qu'il n'est pas dans la même situation. On n'en sait rien, mais pour comprendre ce genre de processus-là, il faudrait fouiller tellement loin que c'est pas possible de comprendre pourquoi là. Mais je réponds en tout cas à la deuxième partie du témoignage. C'est trop accessible et trop facile. Détrompe-toi, Bruno, c'est quand même un petit parcours, un mini parcours du combattant pour les personnes qui ne connaissent pas. Et même si on connaît déjà, c'est toujours très compliqué mentalement, dans tous les cas. Je veux rajouter à ce que tu as dit, en tout cas en réponse à Bruno surtout, et à tous ceux qui nous regardent. Je comprends effectivement le sentiment qu'il a, et quand il dit la décision devrait se prendre à deux. Mais je veux mettre un petit éloignement avec la question de l'enfant. C'est-à-dire que l'IVG, pour moi, concerne surtout et avant tout la grossesse. C'est-à-dire qu'il y a l'enfant, il n'y a pas de problème, mais il y a aussi la question de la grossesse. Jusqu'à aujourd'hui, l'enfant a déjà 5 ans. Des fois, j'ai des gaz et ça fait comme si c'est un bébé qui bouge dans ton ventre. Ça veut dire que tu as gardé la mémoire de la sensation, parce que tu fais la différence entre un petit gaz qui te chatouille ou machin, et puis le gaz qui ressemble à un coup de pied, au mouvement. Donc, ça veut dire que la femme est concernée à un autre niveau, à un autre stade. Même si ton mari est là avec toi, qu'il te tient les cheveux pour ne pas que ça tombe dans la morve ou dans le je ne sais quoi qui, machin, tu es là seul à vomir. Oui. Tu es là seul à avoir les montées de lait, tu es là seul à avoir les vergetures, tu es là seul à avoir les hormones. Moi, je me souviens, un jour, je me suis demandé si j'étais folle. C'est-à-dire que je me suis réveillée, je me suis dit, putain, je veux manger du riz. Il faut que je mange du riz. Je fais mon riz dans le rice cooker. L'odeur du riz, je suis en train d'attendre que ça cuise. Quand le rice cooker s'est levé, ça veut dire que le riz est prêt. Donc, tu n'as pas un cuiseur de riz, toi, tu as un rice cooker. Pour une fois où je parle anglais quand même, tu peux me laisser tranquille. Oui. Donc, mon rice cooker. Yes. Donc, quand le truc est terminé, je lève le couvercle en me disant, je vais attaquer le riz. J'ai regardé le riz, j'ai eu envie de pleurer. Ça ne m'intéressait plus. Ça, ce sont des choses qui concernent seulement la personne qui porte l'enfant. Donc, je prends cet exemple-là, c'est pour dire, bon, en soi, c'est pas grave d'avoir un problème avec le riz, mais je veux dire, il y a des aspects de la grossesse qui ne concernent que la personne qui porte la grossesse. Et donc, c'est vrai que j'aurais préféré pour lui qu'il y ait une discussion, voilà, etc. Mais c'est vrai qu'une décision qui se prend à deux, je dirais plus que ça se discute. Oui. Ça se discute, on réfléchit, on comprend, mais je ne sais pas si vraiment
La décision se prend à deux. Parce que pour peu que Bruno avait dit non, 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 tu les gardes, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que la femme est emprisonnée. Oui. Voilà. Et donc, pour moi, le terme décision qui se prend à deux, c'est à nuancer. Voilà. OK? Il nous reste plus beaucoup de temps. Donc, on essaie de sélectionner peut-être... Vas-y. Voilà. Je ne serais pas revenue sur Oui. la 7. Merci Sami Samba pour oui. ton petit témoignage. C'est vrai, on ne doit pas avoir honte de nos formes, de nos relations sexuelles, etc. Oui, c'est vrai. Tu optes pour laquelle? Je sais pas. Edwin et puis la dernière, je pense. OK. Rapidement. Donc, on a Edwin. Edwin qui nous dit « Je crois fermement en Dieu et je crois sincèrement qu'avorter, c'est ôter la vie. Alors, j'ai choisi de m'unir à une femme qui est contre et qui se sent capable d'affronter les épreuves de la vie avec moi. Mais aujourd'hui, même si je suis toujours contre l'avortement, je comprends celles qui le pratiquent. Nous vivons dans un appartement avec nos 4 enfants, dans 2 petites chambres et ça s'annonce de plus en plus compliqué. Chaque jour, je réfléchis à prendre un logement plus grand pour que la vie de famille soit plus belle. Mais avec quel argent? Dieu nous soutient, mais nous souffrons de cette situation. Alors je comprends que tous ne puissent pas et qu'il vaut mieux peut-être ça que de tomber dans la maltraitance. » Ouais. Ça me fait un petit, quand même chaud au cœur de voir que le message... Parce que moi, je pensais que ça allait être un message anti-avortement. Voilà. Ça me fait quand même plaisir de voir qu'Edwin croit en Dieu et comprend que Dieu est bon et Dieu est parfait et Dieu aime tous ses enfants. Donc, tu m'amuses. En fait, oui, c'est vrai. C'est chaleureux, c'est réconfortant, surtout qu'il est un homme. Oui. Il croit en Dieu. Oui. Il est contre l'avortement, mais il comprend. Et en fait, c'est ce qu'on demande aux gens. Enfin, demande. Oui, c'est ce que je vous invite en tout cas. C'est ce qu'on essaye de faire passer. Comme message. L'idée n'est pas d'être d'accord. L'idée n'est pas d'encourager. L'idée est de comprendre et de respecter. Parce qu'il dit un truc qui est vrai, tomber dans la maltraitance. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Quand je vois certaines familles, la manière, le temps, la maman qui est irritée, qui ne prend pas le temps pour ses enfants, qui crie, qui machin, etc., qui est dépassée, on voit que la maman est en souffrance. Ou la maman, ou le papa, mais en général, c'est les mamans. En tout cas, que moi, je reçois, qui est en souffrance. Et puis, quand on rentre dans la profondeur de l'histoire, dans la jeunesse de l'histoire, on réalise qu'elle ne voulait pas d'enfant. Exactement. Et donc, effectivement, l'un sur l'autre dans la maison, situation de maltraitance, ça peut arriver. Et il dit, je ne suis pas pour. Je trouve que c'est un crime, puisqu'il parle de ôter la vie. Par contre, il comprend. Et c'est cette tolérance-là qu'il faudrait qu'on puisse retrouver dans tous les foyers. Exactement. Juste de la tolérance. Ça ne me concerne pas, mais je ne te juge pas. Je ne suis pas pour, je ne voudrais pas pour moi. Si on en parle, je te donnerai mes arguments pour quelles raisons je suis contre. Par contre, je respecte et je n'ai pas honte de toi. Je ne te juge pas. Surtout quand je ne te culpabilise pas. Du corps médical qui t'accompagne pour l'avortement. Exactement. On termine avec Anonyme. Oui. C'est moi? Oui. OK. Moi, j'ai du mal. Quand on sait qu'on ne veut pas d'enfant, on prend cette disposition. Préservatif, abstinence, retrait, surveillance du cycle, prise de la température, cure de sauge. Je ne suis pas foncièrement contre, mais il ne faut pas se mentir à soi-même. Ce n'est pas un acte anodin et ça reste une question de la vie d'un petit être. En gardant l'enfant, ça reste encore une question de la vie d'un petit être. Aussi, exactement. De son épanouissement. De son épanouissement, Exact. Vaille que vaille, mettre au monde quelqu'un et puis l'abandonner sous X. Voilà. C'est la vie de l'enfant, c'est la vie du parent, mais c'est ma vie aussi, à moi. Parce que, je vais le dire de manière crue et agressive peut-être, mais quand tu mets ton enfant en manque d'équilibre, presque détraqué, dans la même classe que mon enfant, on est comment là, socialement? Il faut bien comprendre que la responsabilité, elle est sociale en fait. La personne qui n'est pas équilibrée, qui prend la route derrière son volant, moi qui te croise, il va se passer quoi? La personne qui n'est pas équilibrée, qui est demain matin à un poste décisif et qui est en train de saboter toute une génération, il se passe quoi? Donc non, ce n'est pas qu'une question de petite tête, c'est une question de société. Et puis bon, c'est dommage, on aurait dû terminer. On respecte tous les avis, donc on l'a dit, mais on aurait dû terminer sur la question d'Edwin. Voilà. Non, mais on reste sur Edwin. Voilà, on reste sur Edwin qui dit, il n'est pas pour, il n'encourage pas,
mais il comprend et il fait preuve de tolérance envers ceux qui font le choix parce qu'il reconnaît que anti-mamaille, c'est paradis chez bottom. Exactement. OK. On va passer au bon plan. Au bon plan. On n'a plus beaucoup de temps, Manuel. Elle doit rentrer de nous. Alors. Oui, donc le temps pour moi de prendre également. Je commence. Hein? Vas-y. Donc, le premier bon plan qu'on vous propose, donc c'est un ouvrage qui s'appelle « Les hommes aussi s'en souviennent ». Donc, on parle de Simone Veil, puisqu'on va parler d'avortement, si on ne parle pas de cette figure emblématique qui a vraiment bataillé pour que ça puisse être un droit reconnu, que ça puisse être un droit accessible surtout. Et à l'époque, quand c'est passé, c'était vraiment pas ce que c'était aujourd'hui, mais c'était déjà une tellement grande avancée que il fallait en parler. Exactement. Donc, les hommes aussi s'en souviennent. Une loi pour l'histoire. Une loi pour l'histoire. Eh bien, j'embraye tout de suite. Donc, le deuxième bon plan, c'est aussi un livre pour ce thème-là. On est resté sur les livres. Oui. Et donc, c'est un livre de Sandra Visanova, qui est avocate, qui s'appelle « Interruption, l'avortement par celles qui l'ont vécu ». Donc, ici, il s'agit du premier livre de cette avocate spécialisée en droit du travail, qui a elle-même avorté 2 fois. Donc, elle met en avant la parole de plusieurs femmes qui livrent leurs témoignages, expliquent les raisons de ce choix et comment elles sont tombées enceintes. Chacune a un parcours de vie très différent, maltraitance psychologique, violence conjugale ou physique, honte, tristesse. Ce livre libère vraiment la parole des femmes que la société empêche parfois de parler. Donc, en fait, on a choisi ce livre surtout parce que le fait de pouvoir écouter les témoignages des femmes qui sont tombées enceintes dans des situations compliquées et qui ont fait le choix de l'avortement, ça permet j'ai envie de voir toutes les raisons qui justifient, puisque apparemment les gens ont besoin de justifications, de raisons valables. En tout cas, donc, pour vous apporter des justifications de ce qui peut motiver une femme en termes d'avortement, et puis aussi permettre d'avoir un regard autre, différent et neutre. Neutre, et quand il ne peut pas être neutre, respectueux. Ouais. La personne, c'est sa vie, c'est son choix, c'est pas votre enfant qu'elle est venue avorter, qu'elle est venue tuer. C'est sa vie, c'est son choix, et vous ne pouvez que par bienveillance être à l'écoute et respecter le choix de l'autre. Exactement. Donc, on va terminer sur une petite image où je vais vous poser la question. Est-ce que vous savez pourquoi le cintre est le symbole des militants pour l'avortement, pour le droit à l'avortement? Donc, ça reprend un petit peu le tableau « Ceci n'est pas une pipe ». Donc là, ceci n'est pas un cintre. Et je vais vous répondre, c'est parce que dans beaucoup de pays, ça existe encore, des femmes utilisent les cintres en fer qu'elles déplient pour faire un long pic, pour enfoncer ça dans le col de l'utérus et donc dans l'utérus pour percer la poche, pour faire un avortement sauvage. Parce qu'elles n'ont pas accès à l'avortement protégé par le corps médical, parce qu'elles n'ont pas accès à l'avortement encadré, et donc elles le font en attendant que ça s'infecte et qu'on les hospitalise pour évacuer le fœtus. D'accord, donc ça veut dire qu'elles se mettent en danger pour être écoutées par les services de santé. Exactement. En fait. Donc, elles percent la poche, ça s'infecte, je suis malade, j'ai de la fièvre, je vais à l'hôpital et on évacue le fœtus. À ce moment-là. Donc voilà, donc on a voulu vous faire savoir à travers cette émission qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent de cette situation sans l'accès à l'IVG et parfois d'autres femmes qui ont accès à l'IVG et qui n'osent pas franchir le cap de peur des représailles, de peur du regard de leur famille, de leur conjoint, de leur enfant, enfin bref. Et donc on espère que vous avez pu comprendre que chaque personne est maître de ses décisions. Donc voilà, Nathilo, tu as un petit mot à dire? Mais moi, je suis contente qu'on ait traité ce sujet. C'est vrai que c'est un sujet qui pour moi était très délicat, puisque je suis consciente de la société dans laquelle on vit. Comme on l'a dit, on n'est pas là pour faire l'apologie de l'avortement, mais je suis aussi fière de nous que nous ayons pu traiter ça. Et surtout, j'espère que
les téléspectateurs qui nous regardent comprendront l'importance du respect de l'autre et puis d'arrêter avec ce dogme de je sais pas, cette coupelle, je sais pas, j'ai l'impression que c'est une grosse roche de culpabilité qu'on dépose sur les gens où les gens n'arrivent même pas à se regarder droit dans les yeux pour des questions qui ne concernent que la personne. Et j'ai envie de dire qu'avec les récentes découvertes, notamment au niveau de l'abbé Pierre, par exemple, je n'aimerais pas découvrir que ma nièce, que mon neveu soit enceinte du prêtre ou du pasteur de ma commune. C'est violent pour certains d'entendre ça, mais c'est réel. Exactement. Et donc, soyons dans le respect, comprenons que ça fait partie des solutions et surtout que ça n'appartient qu'à la concernée. Exactement. Voilà. Donc, nous vous quittons sur ces paroles en espérant que la réflexion fasse son petit bonhomme de chemin dans vos têtes. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre thème croustillante. À bientôt. Bye bye.